Mars passionne toujours autant les scientifiques et il y en a même certains qui prévoient d'y envoyer des humains, pour vous dire. Alors, on va essayer de découvrir ce que nous réservent les prochaines aventures martiennes. Et pour cela, je vais demander à Michel Viseau, astrophysicien et responsable du programme d'exobiologie au CNES, de nous faire cette présentation. C'est parti, jingle. Bonjour, je vais vous parler de Mars. Donc Mars, c'est une planète, bien sûr, et actuellement, il y a 5 satellites qui sont en train autour de tourner de cette planète qui est la plus proche de la Terre, la plus proche en distance, mais aussi la plus proche en caractéristiques supportables. Parce que vraiment, la petite sœur de la Terre, c'est pas Mars, c'est Vénus. Mais Vénus, tout près du Soleil, 400 degrés au sol, de l'acide sulfurique dans l'atmosphère, on ne va pas y aller. Mars, ça a été un peu la petite cousine de la Terre. Ça avait à peu près la même chose autour et dessus. Et puis, l'atmosphère est partie, il n'y a pas d'eau liquide, elle est froide. Mais on peut y aller. Moins 60, moins 40, bon, on sait faire rouler un engin là-bas. Ce n'est pas un problème. Donc, Mars, actuellement, il y a 5 satellites qui tournent autour. 3 satellites américains, Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter et Maven. Et puis 2 satellites européens, Mars Express qui date de 2003, qui était lancé en 2003 et qui fonctionne toujours. Et puis nous avons aussi le TGO, Trace Gas Orbiter, qui a été lancé en 2016 et qui était la première brique du programme ExoMars. Eh bien sûr, Mars, ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que Mars est une planète qui est presque figée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros événements géologiques actuellement sur Mars. Et sur Mars, il y a des terrains qui datent de 3,8, 4, 4,2 milliards d'années et qu'on peut reconnaître. Alors comment est-ce qu'on reconnaît les vieux terrains? Eh bien c'est facile. C'est les endroits où il y a beaucoup de trous. Quand il y a des trous, des cratères, les cratères sont tombés, il y a des cratères dans les cratères, et quand on compte les cratères, eh ben, plus le terrain est vieux, plus il y a de cratères. C'est un peu comme les gens, quoi. Quand on est vieux, on est un peu ridé. Et quand on a un terrain jeune ou quand on a un bébé, on a la peau bien lisse. Et bien c'est pareil pour les planètes et pour les surfaces. Et donc, on s'intéresse à Mars parce que sur ces vieux terrains, si Mars a vraiment connu une période où il y a eu de l'eau, il y a eu une atmosphère, eh bien, il s'est peut-être produit la même chose que ce qui s'est produit sur Terre. Il y a peut-être eu le début de petites réactions entre des molécules, entre des composés, qui ont peut-être amené à des composés un peu plus gros, et ça a peut-être amené aussi à une chimie qui aurait pu amener à la vie, ou qui peut-être a même mené jusqu'à des formes de vie. Or, sur Terre, ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, ça a disparu. On ne le trouve plus. Ça a été recouvert par la tectonique des plaques, plus la vie qui s'est développée sur Terre a tout caché, et donc actuellement, on ne connaît pas notre passé, et sur Terre, il n'y a pas les moyens de retourner vers ce passé, de le comprendre avec des éléments concrets. Donc, on va aller sur Mars, parce que sur Mars, on pense qu'effectivement, il peut y avoir, dans ces vieux terrains, des fossiles, alors des fossiles chimiques, des composés qui ont résisté, qui sont caractéristiques d'une forme de vie, ou bien des vrais fossiles. Bon, pas des dinosaures quand même, hein, mais des fossiles de petites bactéries, de micro-organismes qu'on pourra repérer avec des microscopes. Alors, actuellement, il y a 3 grands projets qui vont aller sur Mars. D'une part, un projet européen qui s'appelle ExoMars, et donc on est en train de préparer, alors c'est pas moi, hein, moi je fais travailler les autres, parce qu'au CNES on est paresseux, on fait travailler les autres quand même. Hein. Notre job c'est ça. C'est de faire travailler les scientifiques français, de leur donner les moyens de travailler, de donner les moyens à l'industrie française de faire des instruments, des objets qui vont aller sur Mars, etc. Et donc actuellement, il y a la mission ExoMars, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, avec la contribution de beaucoup de pays, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, j'en passe quelques-uns. Et donc, on va envoyer un petit véhicule qui fait quand même 300 kilos, hein, c'est une grosse moto, sur Mars, avec des instruments. Ce véhicule, il a pris un très joli nom, Rosalind Franklin, la co-découvreuse de l'ADN. Et donc, il va aller rechercher des fossiles chimiques avec des instruments, notamment des instruments français. On travaille sur une autre mission qui va être lancée par
les Américains, qui s'appelle Mars 2020, qui va partir aussi l'année prochaine, entre le 25 juillet et le 9 août, et qui va emporter cette fois-ci quelque chose pour faire les premiers prélèvements qui vont être peut-être rapportés sur Terre dans les années 2030. Alors pour l'instant, c'est 2031, ça pourrait être 2033-2035. Et sur cet appareil, sur ce véhicule américain, il y a un instrument américano-français qui s'appelle Supercam, et la France, notamment à Toulouse, avec l'aide du CNES, fait un magnifique instrument. En fait, c'est 5 instruments en un seul qui vont aller faire de la recherche, cette fois-ci de minéraux et peut-être aussi de matières organiques. Et surtout, ça va servir à prélever des échantillons qui seront rapportés sur Terre à partir des années 2000. Enfin, on commencera la mission en 2026 et qui devra revenir donc en 2031. Enfin, bien sûr, on prépare cette deuxième partie qui est le retour d'échantillons sur Terre. Et ce retour d'échantillons sur Terre, eh bien, on se prépare à accueillir sur Terre les échantillons. Alors, on ne va pas les accueillir en grande fanfare, on fera la fanfare peut-être, mais ils vont être dans une petite boîte, hein, c'est 300 grammes. Grosso modo, c'est un ballon de basket, hein, mais bien étanche. On va les prendre, on va les mettre dans un laboratoire encore plus étanche que ça. Et là, on va ouvrir précautionneusement dans des boîtes à gants elles-mêmes étanches, parce que si jamais il y avait de la vie, il faudrait quand même pas qu'elle se répande partout de façon incontrôlée et sans qu'on le sache. Et donc, actuellement, on passe notre temps à travailler sur cette préparation, les instruments qui vont sélectionner, les instruments qui vont aller chercher les échantillons qui vont partir de Mars et les rapporter sur Terre, et puis surtout, on commence aussi à travailler sur ce qu'on appelle les Sample Receiving Facilities, les endroits, un ou deux, il n'y en aura pas 36 000 sur Terre, qui vont recevoir ces échantillons et qui vont les étudier pour aller chercher s'il y a une forme de vie ou pas. On va les mettre en quarantaine pendant un temps. On va répondre comme les militaires, un certain temps. Plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et donc, c'est vraiment l'essentiel actuellement de Mars. Bien sûr, si j'ai encore une minute, bien sûr, on parle aussi de l'homme sur Mars. Il y a 3 jours, j'étais dans une réunion à Oslo où on parlait de ça, on commençait à préparer le network de communication. Est-ce qu'il faut mettre des satellites en géoposition marso-stationnaire pour faire de la météo, par exemple? Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, on n'est pas encore en train de mettre des poissons sur Mars, mais on s'inquiète de la façon dont les gens vont pouvoir effectivement utiliser l'eau, fabriquer du carburant pour pouvoir revenir, parce qu'il faut quand même des tonnes et des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes de carburant pour revenir de Mars. Et donc, il faudra qu'ils le fassent en étant sur place. Et on commence à réfléchir. Alors, toutes les idées sont dans l'air, aux usines martiennes pour fabriquer de l'oxygène, de l'hydrogène, du méthane et ce genre de choses. Donc, voilà un peu Mars attaqué. Venez nous rejoindre, Michel, bravo. Approchez-vous, n'ayez pas peur, hein. Approchez-vous et si vous avez des questions, parce que là aussi on aborde un thème qui fascine, qui intrigue, on a envie de savoir toujours ce qui va se passer. Alors vous avez parlé de ces différentes missions, je voudrais quand même qu'on revienne sur quelque chose, l'orbiteur TGO. Il est en orbite autour de Mars, il a été lancé en 2016. Et le but, c'est d'essayer de trouver des traces de méthane dans l'atmosphère de Mars. C'est quoi à quoi ça servirait si on trouvait des traces de méthane dans l'atmosphère de Mars? Eh bien, on pourrait mettre le feu. Ah, très drôle. Non, vous savez, là, non. Le méthane, c'est un gaz très simple qui est produit par les bactéries. On a parlé des bactéries au début de la matinée. Hein. Et donc, par exemple, quand on a une mare, hein, on touille la vase avec un truc, et puis avec un bâton, il y a des bulles qui sortent. On approche un briquet. On le fait dans le marais Poitevin aussi. Alors, dans le marais Poitevin, c'est exactement pareil. C'est vraiment une production microbienne. Pas que, mais microbienne. Et puis, les vaches en font aussi. Mars, pourquoi le méthane? Parce que le méthane est un gaz qui a essentiellement 2 façons d'être produite. Un, c'est les bactéries, donc c'est une forme de vie. Et la deuxième, ça vient d'un problème volcanique avec ce que l'on appelle la serpentinisation, c'est de l'eau qui tombe sur une roche très chaude à 1200 degrés et qui, avec le gaz carbonique, fabrique du méthane et de l'eau. Et donc, si on trouve du méthane martien qui ne peut vivre que quelques dizaines d'années dans l'atmosphère martienne, ça veut dire qu'il y a une source quelque part. Eh oui. Et alors, cette source? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Eh bien, c'est pour ça qu'on y va. Il se trouve que pour l'instant,
on n'a pas trouvé de traces actuelles d'activité volcanique sur Mars. D'accord. Donc le méthane qui vient, il ne vient pas d'une activité hydrothermale ou volcanique, pour simplifier, actuelle. Ouais. Donc, Ah, est-ce que c'est- ça pourrait être d'origine Il nous une reste forme de vie? combien, il nous reste combien d'hypothèses si on évacue Alors- le volcanisme et tout? Alors, ben, Ah. il y a d'autres hypothèses qui sont plus difficiles à démontrer. Il y a ce qu'on appelle les clatrates, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une vraie question. Ça veut dire que cette planète qui est très inerte, je l'appelle pas morte, parce qu'elle est quand même pas. C'est pas vrai, on peut pas dire ça. Il y a des tremblements de terre. On vient de mettre CIS en place avec des tremblements de terre qui fonctionnent. Donc, elle n'est pas morte, mais elle est très inerte. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge quelque part. Et ça pourrait être de la vie. Ça pourrait être aussi des changements physico-chimiques qui libèrent du méthane qui a été emprisonné dans des glaces, ce qu'on Ouais. appelle les clatrates. Ça pourrait être une activité volcanique qu'on n'a pas été capable de découvrir. D'accord, on a une question dans le public, Elodie. Oui, on a une question, Fred, de Fares, justement sur ce thème-là. Fares. Bonjour tout le monde. Madame, je vais vous poser une simple question. Est-ce que dans cette nouvelle planète, on peut avoir les mêmes richesses naturelles qu'on Terre, par exemple par Terre de pétrole et de gaz et tout ça. Vous posez une question à qui? C'est pour Michel, c'est pour tout le C'est monde, pour je la pense, dame. c'est pour tous nos spécialistes. Finalement, c'est sur le thème dont, Ah, ok, dont on est en ok, train de ok, parler alors on depuis répond. plusieurs séquences. D'accord. Vous voulez répondre? Alors on répète la question. La question, ce que Fares voulait savoir, c'est sur cette nouvelle planète, donc notamment sur Mars, est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver des ressources naturelles qui correspondent à celles de la Terre, des richesses naturelles? On a parlé du méthane, est-ce qu'on peut s'attendre à autre chose? Du pétrole, du gaz. Là, c'est savoir si on peut retrouver d'autres ressources naturelles D'autres sur la ressources. planète Mars, Des sources de. des ressources de- d'autres Alors- types de gaz. Ouais. Alors, Mars. Vous voulez répondre? Allez. Hein, vous avez déjà un micro? Allez-y. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Hein. On a déjà trouvé de l'eau hyper salée. Ça, c'est une ressource qui peut être intéressante. Le problème, c'est qu'elle est vraiment très, très salée, quoi. Donc, voilà, il va falloir peut-être la diluer avant de la boire. Alors, la notion de ressource, elle est liée à l'utilisation que l'on veut faire. Mars, la géologie dans le système solaire, elle est quand même beaucoup à base de silicates, Sur Mars. d'eau et de l'altération des c'est silicates quoi ta par l'eau. C'est un peu la caractéristique, c'est quand même un peu comme sur Terre. Hein. À la fin, in fine, c'est quand même un peu ce qui se passe. Donc, ensuite, ces produits, il y a les mêmes composés, les mêmes éléments, au sens chimique du terme, hein, éléments de la table de Mendeleïev, Oui, c'est très oxygène, clair. fer, etc., que sur Terre. Ils sont assemblés de la même façon, ils ne sont pas forcément rassemblés de la même façon parce qu'il n'y a pas la même histoire géologique. Donc, sur Mars, en surface, on sait qu'il y a de la glace d'eau, de la glace froide, hein, très dure. On sait qu'il y a un tout petit peu de vapeur d'eau parce qu'il y a de la glace, mais il ne peut pas y avoir d'eau liquide parce que les conditions physico-chimiques ne permettent pas d'avoir de l'eau liquide en surface de façon stable. Et puis, on sait que il y a aussi, je veux dire, il y a beaucoup de fer. Il y a beaucoup de sulfate, etc. Donc, il y a des produits d'altération. Donc, bien sûr, il y a des gens qui pensent qu'on pourrait exploiter ça à un moment ou à un autre, mais c'est vraiment un sujet qui est très, très éloigné actuellement. La seule chose qu'on peut exploiter actuellement sur Mars, envisager d'exploiter, c'est l'eau, pour D'accord. fabriquer du carburant. Très bien. On va assez vite, Michel, excusez-nous, Ah, mais on non, a une autre excusez-moi. question, c'est un sujet qui passionne. Oui, on a Fred. une question. Oui, Fred, j'ai une question de Myriam. Myriam, c'est à toi. Bonjour. J'ai une question par rapport à la perception de la vie sur Mars et comment est-ce qu'on définit cette vie-là. Et est-ce qu'on n'est pas... Enfin, c'est de plaquer la définition de la vie sur Terre sur la vie sur Mars et potentiellement qu'il y aurait d'autres composants qui ne sont pas dans notre écosystème qu'on pourrait trouver là-bas. Vous avez exactement une minute pour répondre. Merci, très très bonne question. Est-ce que Alors, on ne sait pas définir la vie, on ne sait qu'en voir les manifestations. Les manifestations, en une minute, c'est très dur, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, c'est faire plus de soi-même par soi-même. Quand je mange une salade, je ne deviens pas salade. Je reste le clown que je suis, dans tous les cas. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est... Quand on regarde, alors très rapidement, quand on regarde les éléments, le seul élément suffisamment réactif pour servir de colonne vertébrale à la vie, dans ce qu'il faut, c'est le carbone. En dessous, il y a le silicium qui est assez réactif. En dessous, il y a le germanium, il n'y en a pratiquement pas. En dessous, c'est l'étain et le plomb que l'on connaît bien et qu'on utilise justement parce qu'ils ne sont pas réactifs, notamment avec l'eau.
Donc, on cherche une forme de vie qui fait plus d'elle-même par elle-même et qui est à base de carbone. Voilà, pour simplifier, en 1 minute, je ne sais pas faire. Oh, c'est bien, il nous reste même 30 secondes. Merci beaucoup.